Le procès des fleurs du mal de Baudelaire, le réquisitoire d'Ernest Pinard. Poursuivre un livre pour offense à la morale publique est toujours chose délicate. Si la poursuite n'aboutit pas, on fait à l'auteur un succès presque un piédestal. Il triomphe et on a assumé vis-à-vis de lui l'apparence de la persécution. J'ajoute que dans l'affaire actuelle, l'auteur arrive devant vous, protégé par des écrivains de valeur, des critiques sérieux dont le témoignage complique encore la tâche du ministère public. Et cependant, messieurs, je n'hésite pas à la remplir. Ce n'est pas l'homme que nous avons à juger, c'est son œuvre. Ce n'est pas le résultat de la poursuite qui me préoccupe, c'est uniquement la question de savoir si elle est fondée. Baudelaire n'appartient pas à une école, il ne relève que de lui-même. Son principe, sa théorie, c'est de tout peindre, de tout mettre à nu. Il fouillera la nature humaine dans ses replis les plus intimes, il aura pour la rendre des tons vigoureux et saisissants, il l'exagérera surtout dans ses côtés hideux, il la grossira outre mesure, afin de créer l'impression, la sensation. Il fait ainsi, peut-il dire, la contrepartie du classique, du convenu, qui est singulièrement monotone et qui n'obéit qu'à des règles artificielles. Le juge n'est point un critique littéraire appelé à se prononcer sur des modes opposés d'apprécier l'art et de le rendre. Il n'est point le juge des écoles, mais le législateur l'a investi d'une mission définie. Le législateur a inscrit dans nos codes le délit d'offense à la morale publique, il a puni ce délit de certaines peines, il a donné au pouvoir judiciaire une autorité discrétionnaire pour reconnaître si cette morale est offensée, si la limite a été franchie. Le juge est une sentinelle qui ne doit pas laisser passer la frontière. Voilà sa mission. Ici, dans le procès actuel, le ministère public devait-il donner l'éveil? Voilà le procès. Pour le résoudre, citons dans ce recueil de pièces détachées celles que nous ne pouvons pas laisser passer sans protester. Je lis à la page 53 la pièce 20 intitulée Les bijoux, et j'y signale 3 strophes qui, pour le critique le plus indulgent, constituent la peinture lascive, offensant la morale publique. Et son bras, et sa jambe, et sa cuisse, et ses reins, polis comme de l'huile, onduleux comme un cygne, passaient devant mes yeux clairvoyants et sereins. Et son ventre et ses seins, ces grappes de ma vigne s'avançaient, plus câlins que les anges du mal, pour troubler le repos où mon âme était mise, et pour la déranger du rocher de cristal où, calme et solitaire, elle s'était assise. Je croyais voir unies par un nouveau dessin les hanches de l'Antiope au buste d'un imberbe, tant sa taille faisait ressortir son bassin sur ce teint fauve et brun. Le phare était superbe. À la page 73, dans la pièce 30, intitulée Le L'été, je vous signale cette strophe finale. Je sucerai, pour noyer ma rancœur, le népenthes et la bonne ciguë, au bout charmant de cette gorge aiguë qui n'a jamais emprisonné de cœur. Dans la pièce 39, à celle qui est trop gaie, à la page 92, que pensez-vous de ces 3 strophes où l'amant dit à sa maîtresse « Ainsi je voudrais une nuit, quand l'heure des voluptés sonne, vers les trésors de ta personne comme un lâche ramper sans bruit, pour châtier ta chair choyeuse, pour meurtrir un sein pardonné et faire à ton flanc étonné une blessure large et creuse, et, vertigineuse douceur, à travers ses lèvres nouvelles, plus éclatantes et plus belles, t'infuser mon venin, ma sœur. De la page 187 à la page 197,
Les deux pièces, intitulées Lesbos et les femmes damnées, sont à lire tout entières. Vous y trouverez, dans leurs détails, les plus intimes mœurs des tribades. À la page 203, la pièce 87, intitulée Les métamorphoses du vampire, débute par ces vers. La femme, cependant, de sa bouche de fraise, en se tordant ainsi qu'un serpent sur la braise, et pétrissant ses seins sur le fer de son busc, laissait couler ses mots, tout imprégnés de musc. Moi, j'ai la lèvre humide, et je sais la science de perdre au fond d'un lit l'antique conscience. Je sèche tous les pleurs sur mes seins triomphants, et faire rire les vieux du rire des enfants. Je remplace, pour qui me voit nu et sans voile, la lune, le soleil, le ciel et les étoiles. Je suis, mon cher savant, si docte aux voluptés, lorsque j'étouffe un homme en mes bras redoutés, ou lorsque j'abandonne aux morsures mon buste, timide et libertine, et fragile et robuste, que sur ces matelas qui se pâment des mois, les anges impuissants se damneraient pour moi. Sans doute Baudelaire dit qu'à la strophe suivante il a fait la contrepartie en écrivant ses autres vers. Quand elle eut de mes os sucé toute la moelle, et que languissamment je me tournais vers elle pour lui rendre un baiser d'amour, je ne vis plus qu'une outre aux flancs gluants, toute pleine de pus. De bonne foi, croyez-vous qu'on puisse tout dire, tout peindre, tout mettre à nu, pourvu qu'on parle ensuite du dégoût, de la débauche, et qu'on décrive les maladies qui la punissent? Messieurs, je crois avoir cité assez de passages pour affirmer qu'il y a eu offense à la morale publique, où le sens de la pudeur n'existe pas, où la limite qu'elle impose a été audacieusement franchie. La morale religieuse n'est pas plus respectée que la morale publique. Je signalerai sur ce second point le reniement de Saint-Pierre, Abel et Caïn, les litanies de Satan, le vin de l'assassin. Prendre parti pour le reniement contre Jésus, pour Caïn contre Abel, invoquer Satan à l'encontre des saints, faire dire à l'assassin « je m'en moque comme de Dieu, du diable ou de la sainte table », n'est-ce pas à accumuler des débauches de langage qui justifient l'ordonnance du juge d'instruction? Oui, il a dû renvoyer Baudelaire devant les juges correctionnels pour offense à cette grande morale chrétienne qui est en réalité la seule base solide de nos mœurs publiques. Pour justifier ce renvoi, pour amener ce débat public entre la prévention et la défense, les présomptions suffisaient, et les présomptions y étaient. Mais, après les explications contradictoires de l'audience, avez-vous la certitude nécessaire pour condamner sur le second chef? Vous apprécierez, si Baudelaire, cet esprit tourmenté, qui a voulu faire de l'étrange plutôt que du blasphème, a eu conscience de cette offense-là. L'offense à la morale publique, voilà celle que je trouve invinciblement démontrée, et je tiens sur ce point à répondre à toutes les objections. La première objection qu'on me fera sera celle-ci. Le livre est triste. Le nom seul dit que l'auteur a voulu dépeindre le mal et ses trompeuses caresses pour s'en préserver. Ne s'appelle-t-il pas les fleurs du mal? Dès lors, voyez-y un enseignement au lieu d'y voir une offense. Un enseignement. Oh, ce mot-là est bientôt dit. Mais ici, il n'est pas la vérité. Croit-on que certaines fleurs au parfum vertigineux soient bonnes à respirer? Le poison qu'elles apportent n'éloigne pas d'elles. Il monte à la tête, il grise les nerfs, il donne le trouble, le vertige, et il peut tuer aussi. Je peins le mal avec ses enivrements, mais aussi avec ses misères et ses hontes, direz-vous. Soit,
Mais tous ces nombreux lecteurs pour lesquels vous écrivez, car vous tirez à plusieurs milliers d'exemplaires et vous vendez à bas prix, ces lecteurs multiples, de tout rang, de tout âge, de toutes conditions, prendront-ils l'antidote dont vous parlez avec tant de complaisance? Même chez vos lecteurs instruits, chez vos hommes faits, croyez-vous qu'il y ait beaucoup de froids calculateurs, pesant le pour et le contre, mettant le contrepoids à côté du poids, ayant la tête, l'imagination, les sens parfaitement équilibrés? L'homme n'en veut pas convenir, il a trop d'orgueil pour cela. Mais la vérité, la voici. L'homme est toujours plus ou moins infirme, plus ou moins faible, plus ou moins malade, portant d'autant plus le poids de sa chute originelle qu'il veut en douter ou la nier. Si telle est sa nature intime, tant qu'elle n'est pas relevée par de mâles efforts et une haute discipline, qui ne sait combien il prendra facilement le goût des frivolités lascives, sans se préoccuper de l'enseignement que l'auteur veut y placer. Pour tous ceux qui ne sont pas encore ni appauvris ni blasés, il y a toujours des impressions malsaines à recueillir dans de semblables tableaux. Quelles que soient les conséquences du désordre, si édifiés que soient à cet égard certains lecteurs, ils rechercheront surtout dans les pages de ce livre la femme nue, essayant des poses devant l'amant fasciné, la mégère libertine, qui verse trop de flammes et qu'on ne peut, comme le Styx, embrasser 9 fois. La vierge folle, dont la jupe et la gorge aiguë au bout charmant versent le lété. La femme trop gaie, dont l'amant châtie la chair joyeuse en lui ouvrant les lèvres nouvelles. Le beau navire, où la femme est décrite avec la gorge triomphante provocante, bouclier armé de pointes roses, tandis que les jambes, sous les volants qu'elle chasse, tourmentent les désirs et les agacent. La mendiante rousse, dont les nœuds mal attachés dévoilent le sein tout nouvelet, et dont les bras, pour la déshabiller, se font prier en chassant les doigts lutins. Lesbos, où les filles aux yeux doux de leurs corps amoureuses caressent les fruits mûrs de leur nubilité, les femmes damnées ou les tribades, les métamorphoses ou la femme vampire, étouffant un homme en ses bras veloutés, abandonnant aux morsures son buste sur les matelas qui se pâment d'effroi, au point que les anges impuissants se damneraient pour elle. Dans ces pièces multiples, où l'auteur s'évertue à forcer chaque situation comme s'il tenait la gageure de donner des sens à ceux qui ne sentent plus, messieurs, vous qui êtes juges, vous n'avez qu'à choisir. Le choix est facile, car l'offense est à peu près partout. On me fait une seconde objection, en signalant dans le passé des livres tout aussi offensants pour la morale publique et qui n'ont pas été poursuivis. Je réponds qu'en droit, de semblables précédents ne lient pas le ministère public, qu'en fait il y a des questions d'opportunité qui expliquent souvent l'abstention et qui la justifient. Ainsi on ne poursuivra pas un livre immoral qui n'aura aucune chance d'être lu ou d'être compris. Le déférer à la justice serait l'indiquer au public et lui assurer peut-être un succès d'un jour qu'il n'aurait point eu sans cela. Mais cette réserve du ministère public ne pourra être le lendemain retournée contre lui. Autrement, son action ne serait plus libre. Si l'immoralité des productions s'accentue, il faut qu'il puisse toujours punir le vice, sans qu'on ait à lui reprocher de n'avoir pas antérieurement poursuivi. Sans cela, le résultat final serait l'impunité absolue, à quelque degré qu'on fût descendu. Messieurs, j'ai répondu aux objections et je vous dis, réagissez par un jugement contre ces tendances croissantes, mais certaines contre cette fièvre malsaine qui porte à tout peindre, à tout décrire, à tout dire, comme si le délit d'offense à la morale publique était abrogé, et comme si cette morale n'existait pas.
Le paganisme avait des hontes que nous retrouvons traduites dans les ruines des villes détruites, Pompéi et Herculanum. Mais au temple, sur la place publique, ces statues ont une nudité chaste. Ces artistes ont le culte de la beauté plastique. Ils rendent les formes harmonieuses du corps humain et ne nous montrent pas avilis ou palpitants sous l'étreinte de la débauche. Ils avaient le respect de la vie sociale. Dans notre société imprégnée de christianisme, ayons au moins ce même respect. J'ajoute que le livre n'est pas une feuille légère qui se perd et s'oublie comme le journal. Quand le livre apparaît, c'est pour rester. Il demeure dans nos bibliothèques, à nos foyers, comme une sorte de tableau. S'il a ces peintures obscènes qui corrompent ceux qui ne savent encore rien de la vie, s'il excite les curiosités mauvaises et s'il est aussi le piment des sens blasés, il devient un danger, toujours permanent, bien autrement que cette feuille quotidienne qu'on parcourt le matin, qu'on oublie le soir et qu'on collectionne rarement. Je sais bien qu'on ne sollicitera l'acquittement qu'en vous disant de blâmer le livre dans quelques considérants bien sentis. Vous n'aurez pas, messieurs, ces imprévoyantes condescendances. Vous n'oublierez pas que le public ne voit que le résultat final. S'il y a acquittement, le public croit le livre absolument amnistié. Il oublie vite les attendus, et s'il se les rappelait, il les réputerait démentis par le dernier mot de la sentence. Le juge n'aurait mis personne en garde contre l'œuvre, et il encourrait un reproche qu'il était loin de prévoir et qu'il ne croyait pas mériter, celui de s'être contredit. Soyez indulgents pour Baudelaire, qui est une nature inquiète et sans équilibre. Soyez-le pour les imprimeurs, qui se mettent à couvert derrière l'auteur. Mais donnez, en condamnant au moins certaines pièces du livre, un avertissement devenu nécessaire.